Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait pour aider 200 freelances à choisir leur mission, à trouver des missions, donc des missions longues en télétravail en 2026. Donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc pourquoi me faire confiance? J'ai accompagné plus de 200 personnes sur le sujet, j'ai plus de 77 témoignages, on va voir tout ça un peu ensemble. J'ai les témoignages ici, hop, on ira faire un tour plus tard là-dessus, mais vraiment il y a de quoi. Donc le but ici c'est de vous montrer un peu comment je fais justement pour aider ces personnes-là qui trouvent des missions généralement entre 2 semaines à 2 mois en moyenne. Donc ça c'est la moyenne de tous mes coachés. Et généralement le système met 3 mois, 3 mois à être intégré, comme ça on arrive vraiment à un niveau où on est autonome sur le sujet. Donc ces freelances-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun aujourd'hui? Premièrement, maintenant ils peuvent choisir leur mission. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'accepter ce qui passe parce qu'il y a un trou, parce qu'il n'y a pas assez de propositions. Ils peuvent vraiment choisir de travailler sur des choses qui l'intéressent. Ils sont capables de dire non aux missions qui l'intéressent pas ou de faire de l'apport d'affaires sans que ça leur dérange et que ça leur plombe le week-end. Ils sont capables de négocier leur TJM, le télétravail, sans se faire avoir par tout ce qui se passe comme les combines des ESN, les marges des intermédiaires, ils arrivent à tout renégocier. Ils sont capables de trouver des projets qui les intéressent vraiment, juste pas prendre la mission par défaut parce qu'il faut bien quelque chose pour finir à la fin de mois. Et quand leur mission se termine, ils ont déjà en fait des pistes. Ils ont déjà des pistes par lesquelles ils vont pouvoir continuer. Donc comme ça, ils subissent très peu d'intercontrats. Le but c'est vraiment de diminuer au maximum, sauf si bien sûr tu as envie de prendre des vacances, ça y a pas de souci. Et du coup ils sont pas forcément dépendants d'une seule source d'acquisition, un client, une proposition, une ESN. C'est vraiment le but, c'est de construire un système qui est vraiment solide avec plusieurs parties pour être vraiment sûr de justement créer quelque chose de robuste qui va tenir le temps. Donc voilà, on n'a pas besoin d'un mois, on n'a pas besoin d'un an, il va falloir 1 ou 2 mois implémenter tout ça. Souvent au bout de 3 mois on a fini. Et je vais te montrer justement dans cette vidéo comment j'ai fait pour implémenter ça chez les gens. Donc au bout de 45 minutes tu vas comprendre justement où t'en es aujourd'hui et ce qu'il faut faire, du coup le mécanisme qu'il va falloir utiliser pour passer de galérer à trouver des missions à pouvoir trouver des missions de manière prédictible par toi-même. Donc je vais te montrer ce mécanisme, je vais te montrer comment l'utiliser et comment 200 freelances l'utilisent aujourd'hui pour trouver leur mission. Donc reste bien jusqu'au bout là-dessus. Alors déjà, pour qui cette vidéo est faite? C'est assez important parce que je m'adresse pas à tout le monde. Il y a pas mal de profils que je rejette justement pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats clients. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est pas applicable à tout le monde, bien sûr. Le contexte est plus important que le conseil. Donc si tu es développeur, tu es architecte cloud, tu es dans la data, tu es dans la chefferie de projet, tu es PMO, tu es PM, tu es consultant dans l'IT, si tu es dans la finance, peu importe. Tant que tu as des missions longues, si tu veux, au TJM qui sont bien payés, tu fais partie de la cible. Si tu as un problème justement d'intercontrat ou d'une mission que tu acceptes parce que tu n'as pas le choix, ou tu as peur justement de quitter ta mission actuelle parce que tu te dis ouais mais j'ai rien derrière donc c'est risqué et puis en fait c'est pas si mal que ça, j'ai déjà une mission, il y a des gens ils n'ont pas de mission. Si on t'a déjà eu au niveau des conditions et on a réussi à te faire baisser ton pantalon et ton TJM juste parce que tu sais que t'as pas d'alternative, donc t'es obligé d'accepter en fait ce que les autres t'imposent. Et si tu veux vraiment choisir des missions qui t'intéressent et des conditions, si tu veux arrêter de te chier dessus à la fin de chaque mission. En revanche, si tu démarres en tant que freelance, que tu n'as aucune première mission derrière toi, que tu as très peu de temps et d'argent devant toi, c'est pas fait pour toi. C'est vraiment fait pour des gens qui sont en freelance depuis un moment mais qu'ils ont des creux et qu'ils n'arrivent plus à attirer des opportunités comme avant. Pareil, si tu étais dans un milieu où tu factures à tes clients avec des forfaits très 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 peu chers, donc on va dire en dessous de 10 000, 15 000 euros par client, c'est pareil, ça ne s'appliquera pas à toi. Donc vraiment tout ce qui est graphisme, tout ce qui est UI, UX, ça passe, mais tout ce qui est vraiment graphiste pur, rédaction, pareil, tu ne fais pas partie de la cible aujourd'hui, donc tu peux quitter la vidéo, il n'y a aucun souci. Pareillement, si tu sers juste quelque chose d'applicable, 2-3 conseils généralistes et basta, ça servira à rien. Honnêtement, il y a plein de gens qui seront capables de donner des conseils et sont bien meilleurs que moi là-dessus. Et pareillement, si tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais pas si tu veux rester en salariat, en freelance, en stage, on en revient à la même chose que la première partie. C'est pas utile, tout simplement parce que je m'adresse vraiment aux freelances déjà implémentés qui recherchent un système qui s'applique à des freelances en mission longue. Donc ce que tu vas obtenir aujourd'hui, c'est vraiment la compréhension de pourquoi tu es bloqué aujourd'hui dans le système qu'on a vu et comment on fait pour en sortir. Avec les 3
leviers que je vais utiliser chez chacun de mes clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'applique à tous mes clients en fait. On peut pas passer outre, donc tu verras que ça va s'appliquer à toi aussi si bien sûr tu as vu que la vidéo est pour toi. Donc de ce qu'on va parler, premièrement de mon histoire, où est-ce que j'en suis arrivé là, pourquoi je suis légitime à te parler de ce sujet et comment j'en suis arrivé à faire ce que je veux. Deuxièmement, je te montrerai un peu justement des résultats de mes coachés, ce à quoi tu peux un peu t'attendre, où est-ce qu'ils étaient et les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et ensuite on ira voir justement le mécanisme des deux identités. Donc ça va vraiment être le point le plus important. Il y a vraiment deux identités en fait. C'est le freelance proactif et le freelance réaction. Et la plupart des gens sont dans l'identité de freelance réaction qu'on verra plus tard et on va voir comment basculer vers un freelance. Les trois leviers dont on a besoin justement pour changer d'identité et trouver ses missions. Et tout ce qui t'empêche d'avancer, auquel tu t'en rends même pas encore compte actuellement. Et ensuite à la fin je t'expliquerai si tu vas aller plus loin, comment on peut faire pour travailler ensemble pour te débloquer sur le sujet. Alors donc mon histoire. Avant de commencer tout ça, donc j'étais développeur freelance, classique, rien d'extraordinaire. Donc j'étais comme tout le monde, j'avais des missions, j'avais de l'inter, j'avais des pistes à droite à gauche, mais sans plus. J'avais vraiment des conditions lambda. Des fois j'avais des très bons projets, des fois j'avais des projets un peu moins bons. Donc c'était quand même assez aléatoire. Donc ça m'est arrivé de signer des choses que j'ai pas forcément envie de signer. Et au bout d'un moment j'ai eu un accident qui a fait que je n'ai pas pu travailler, donc une hospitalisation. Et pendant ce temps-là, je me retrouve avec rien à faire. Donc je continue à parler avec des potes à droite à gauche. Et j'ai pas mal d'amis développeurs qui me disaient à quel point c'était un peu galère pour eux en ce moment. Donc voilà, j'ai parlé. À l'époque, on commençait à parler de mal, donc on a vu, j'avais bidouillé 2-3 trucs sur leur profil que j'avais essayé. On avait essayé Malte, LinkedIn. Ils ont eu des résultats assez vite. C'était pas des trucs de fou au début, mais ça les a énormément dépannés et ils étaient vraiment contents. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Pendant que je suis hospitalisé, je vais voir où est-ce que ça en est. Et là, j'ai eu un déclic après avoir justement formé ces gens. Et je me suis dit, en fait, ça m'intéresse, je m'amuse là-dessus et c'est un problème qui me concerne moi aussi. Donc vraiment le problème du senior freelance en mission longue qui se retrouve avec rien derrière lui. Donc j'ai continué à creuser, on a été ensemble, j'ai affiné, donc j'ai rajouté des canaux, je me suis formé sur le sujet, j'ai payé beaucoup de gens, j'ai fait intervenir énormément de gens dans mon accompagnement. Donc vraiment le but c'est de s'améliorer encore et encore sur ce point ultra précis et rien d'autre. Et tout l'accompagnement Capitancy a été créé justement là-dessus. Donc voilà, donc j'avais un avis dev, pareil, il avait 3 mois sans mission, donc on a trouvé ensemble pendant que j'étais hospitalisé, il a trouvé en 3 semaines. Puis j'ai testé avec un autre ami qui, je me rappelle à l'époque, était dans une ESN, et un autre était passé en client final. Puis à un moment, j'ai vu que ça marche, j'ai testé, j'ai vu que ça marchait, et puis tu t'en doutes bien, si tu regardes la vidéo aujourd'hui, il y en avait énormément de gens qui en avaient besoin, plus que ce que je pouvais donner à l'époque. Et c'est comme ça que justement j'ai créé Capitancy et qu'aujourd'hui on a accompagné plus de 200 personnes sur ces problèmes, on a plus de 77 témoignages, on doit avoir une centaine de messages qu'on verra, on a plusieurs études de cas. On a élargi en fait parce que des gens venaient me voir pour le même problème et justement j'ai testé avec eux et puis j'ai vu que ça a marché, le mécanisme était le même et au final ils avaient des résultats. Donc toutes les personnes qui ont des résultats, je les inclus dans l'accompagnement et je connais leurs problèmes spécifiques, donc la data, la chefferie de projet, l'IT, la finance, donc vraiment développeur, PO, PM, DevOps, ingénieur cloud, même tout ce qui est vraiment finance. On va trouver des DAF, on va trouver des prospects aussi un peu plus C-level aussi, donc tout ce qui est CTO, tout ce qui est directeur de programme, des métiers avec pas mal d'années d'expérience, ça marche aussi, j'en ai accompagné pas mal. Donc là tu te dis peut-être le vrai problème c'est que j'ai pas de mission, mais le vrai problème c'est qu'en fait la mission, si tu veux, c'est le symptôme, c'est pas le problème. Le vrai problème c'est un problème de choix, c'est vraiment le choix de ne pas flipper à la fin de chaque mission. C'est vraiment celui où tu te dis je suis capable de refuser cette proposition sans me pisser dessus à la fin. Et celui de se dire je vais vraiment prendre les projets sur lesquels je m'éclate plutôt que de juste prendre ce qui passe par défaut parce que j'ai pas le choix. Et là le problème c'est que la personne qui continue à attendre que ça se passe, il attend toujours. J'ai des gens qui viennent me voir, ça fait 20 ans qu'ils veulent se lancer et ils y arrivent. Donc si tu veux, là vraiment la première chose à adopter c'est vraiment l'idée de se dire le problème c'est pas que t'as pas de mission, le problème c'est que t'as rien mis en place justement et que tu continues à attendre qu'on te donne des missions, plutôt que d'avoir mis en place un système ou une méthode qui te permet d'aller chercher tes promissions et d'être proactif plutôt d'attendre que ça te tombe dessus et de stresser à la fin du mois que t'as pas assez de propositions. Donc là je vais te montrer justement
les témoignages. Donc voilà, je te montre déjà un peu au global. On verra un peu plus en détail derrière. Donc là, ça continue. Donc on a vraiment beaucoup de types de projets. Normalement, on peut le voir. Donc là, on a du PMO, on a du cloud, on a du développeur, on a de la direction de projet, on a des contrôleurs de gestion, on a du tech lead, on a des CIO, des copywriters, product owners. Donc on a vraiment énormément de gens là-dessus, une directrice qui ont eu énormément de résultats, donc de la visibilité en plus, des vues de profil. Elle a pu trouver justement une mission dans son domaine en plein mois de décembre, reçu même avant même de finir d'optimiser son profil, on avait déjà reçu 3 propositions. Donc des fois ça peut aller très vite et il suffit de pas grand chose. Là pareil, on a du TJM, hop, puis dans son objectif avec ce qu'il aime faire, c'est nickel là-dessus. Voilà, tu vois, là c'est des détails un peu sur l'accompagnement qui explique un peu comment je démarre là-dessus. Pareillement, une mission. Donc vraiment tous les profils sont publics, vous pourrez retrouver ça ici. Il y a la petite pastille pour vous dire d'où est-ce que la personne vient, donc ça, vous verrez que c'est des vrais gens, c'est des vrais profils. Là je vais rentrer un peu plus dans les détails, donc je vais vous montrer un peu les personnes justement. Par exemple Myriam qu'on a vu tout à l'heure, était 6 mois sans mission, elle avait vraiment rien. Ça devenait extrêmement compliqué pour elle parce que plus le temps y passait, plus justement son trou, le trou sans mission, il devenait de plus en plus grand et justement les recruteurs n'arrêtaient pas de la challenger là-dessus et elle n'arrivait pas à répondre justement à un problème très spécifique et en fait même les propositions qu'elle avait, elle n'arrivait pas justement à les signer. Et maintenant à l'heure de la vidéo, elle a trouvé déjà plusieurs missions longues. Là à l'époque c'était une seule mission, elle en a retrouvé une deuxième depuis, avec des propositions bien plus alignées avec ce qu'elle fait. On l'a aidé justement à convertir les propositions entrantes pour répondre à son problème de creux sans mission depuis un moment. Voilà là-dessus. Pareil, on a Jonathan qui avait du mal après 4 mois de recherche à trouver une nouvelle mission. On a trouvé une petite mission dans une ETI assez facilement au bout de quelques semaines, voilà, au bout d'une semaine même. On a trouvé une mission vraiment assez vite. Ronan qu'on a aidé sur pas mal de choses, sur Malte et LinkedIn, qui a eu énormément de visibilité, énormément de nouveaux clients pareil à partir de ça. Nicolas pareil, qui était passé de 4 positions en un an à vraiment énormément de propositions. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que Nicolas en a énormément. Younes pareil, il a facturé des grosses missions là-dessus. On a Pierre pareil qui devait absolument trouver du 100% télétravail, il l'a trouvé en moins d'un mois avec un ROI sur l'accompagnement qui était vraiment énorme pour le coup. Pareil, on a Vianney qui avait vraiment du mal en entretien pour défendre son profil, il avait assez peu d'opportunités. Donc on a travaillé tout ça, un démarrage immédiat. On a des gens qui sont passés en super malteur, on a vraiment des gens qui pendaient de SN, qui n'ont pas de système d'acquisition, des gens qui avaient de l'opportunité ou des gens qui n'avaient pas d'opportunité. Par exemple à 3 ans, sur un marché très saturé, elle avait réussi à 6 propositions et à les signer. Là on a vraiment enlevé sa dépendance aux OSN qui lui donnaient des propositions de mission qui n'étaient pas ultra qualifiées. Pareil là-dessus, 4 mois de recherche très compliqué, venu avec un état d'esprit assez dur à rassurer justement les clients là-dessus et on a réussi à lui trouver assez vite. Pareil pour Lionel, Marianne pareil, transition, donc CDI vers freelance qui était assez compliqué. On avait beaucoup à faire vu que justement on part de 25 ans de salariat qui sont des transitions qui demandent beaucoup plus d'efforts que la plupart des profils. Donc on a vraiment de tout, donc là on a vraiment des messages des clients de A à Z, donc il y a des retours sur justement les profils optimisés. Il y a des messages à droite à gauche de retour de mes clients, par exemple ici, optimisation fait, traitement sur innovation, voilà, je pars en mission de lead dev, donc là on a des missions de lead dev. On reçoit une offre sur Mal pour du chef de projet, Mal qui s'excite encore trop de lead, magnifique. Donc voilà, vous pouvez vérifier, il y en a énormément, sur 78K, 19 propositions de mission avec d'apport d'affaires déjà. Et vraiment, comme j'ai dit, le but c'est pas juste de faire de l'argent, mais aussi de pouvoir gagner en prédictibilité pour justement pouvoir prendre des vacances ou quoi que ce soit et ne pas avoir peur qu'on te vire dès que tu souhaites faire autre chose que ton travail au final. Donc voilà là-dessus. Donc voilà, si déjà t'as vu, si tout ce que t'as vu jusqu'ici te parle et t'as envie de réserver un appel avec moi, tu peux le faire, mais reste quand même jusqu'à la fin, tu verras que le mécanisme est assez important à expliquer. On verra ensemble ce qu'on peut te faire. Donc soit moi, soit un membre de l'équipe Capitancy va venir en appel et voir justement qu'est-ce qui te bloque actuellement dans ce que t'as fait et te voir justement comment elle va pour te débloquer ensemble. Donc si t'es pas encore convaincu ou que t'as déjà booké un appel, continue la vidéo, on va rentrer
justement dans le mécanisme vraiment de qu'est-ce qu'on va faire, les deux identités qu'il faut vraiment poser, et comment on passe de l'identité du freelance réaction au freelance vraiment actif qui va te permettre d'avoir les mêmes résultats que les autres personnes. Et ensuite les 3 leviers qui permettent justement cette transformation. Et aussi pourquoi la plupart des seniors et des freelances, même médiums, restent bloqués dans cette situation-là comme un serpent qui se mord la queue. Donc voilà, il y a 2 types d'identité. Donc premièrement, il y a le freelance qui subit, donc le freelance vraiment qui est en réaction, et il y a le freelance qui anticipe, qui choisit. Donc pour passer de l'un à l'autre, il y a vraiment 3 leviers dans l'ordre, c'est assez simple. C'est la visibilité, la désirabilité et la négociation. Tout le reste, ça sera des enjeux pour plus tard, mais on s'en fiche. Ça, c'est vraiment les seules choses dont on a besoin pour pouvoir trouver des missions et négocier ces missions assez facilement pour avoir les conditions qu'on souhaite. Donc c'est ce qu'on va regarder. Premièrement, déjà, quand est-ce que tu recherches une mission ? C'est le point le plus important. Pose-toi vraiment la question de te dire quand est-ce que tu recherches une mission. Si tu recherches une mission, ta mission se termine ou quand t'en as besoin, c'est vraiment là le piège en fait. C'est là où tu vois, exactement comme la totalité des freelances que je rencontre. Et c'est pour ça au final que tu subis au lieu de choisir. Parce que c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on obtient des missions sur commande. Il y aura des creux, il y aura des choses, ça fait partie de la vie de tout freelance. Voilà, un recruteur qui t'a vu passer une fois et que tu snobs pendant 6 mois ou 2 ans en lui répondant même pas à ses messages parce que tu es déjà en mission, en fait il a déjà rempli son besoin avec quelqu'un d'autre, il t'a oublié, il va passer à autre chose. Et c'est pas en venant le relancer à la fin de ta mission que tu auras pris un capital intérêt avec cette personne, donc il va t'envoyer bouler. Quand tu arrives sur le marché alors que tu n'as plus rien derrière toi, tu es stressé parce que ta mission s'est peut-être finie avant, peut-être qu'il y a eu une coupure budgétaire ou quelque chose qu'on n'a pas anticipé, on sait pas. Et en fait quand tu arrives justement avec rien derrière toi, que tu es stressé, que ton banque kiffe, t'es pas dans une posture où tu peux négocier. C'est bien ça le problème. Tu dois vraiment prendre ce qu'on te donne. Donc le TJM qu'on t'impose, les conditions du client et pas les tiennes. Donc les jours à se taper 2 heures, transport en commun pour aller à ton taf, projet que t'aimes pas forcément, et les tâches un peu dégradantes, type support ou tout ce que tu ne devrais pas faire, mais que t'as pas le choix parce que tu sais que t'acceptes, et au fond de toi tu sais que c'est pas là où est ta plus-value, et tu sais que c'est pas là où tu pourrais apporter plus de valeur à ton client. Donc si t'as déjà vécu ça et que tu sais qu'au moment où tu signes c'était pas la bonne mission, que tu avais pas les bonnes conditions, mais que t'as vraiment pas le choix et que le projet t'intéresse pas, que le TJM est en dessous de ce que tu veux, tu signes parce que t'as pas le choix. En fait, c'est la cage dorée. T'es comme un hamster dans une cage dorée, quoi. C'est vraiment ce que j'appelle le syndrome du hamster riche. Tu factures, mais t'es pas libre. Parce que t'as peur, tu ne maîtrises pas, t'as la main sur rien. C'est vraiment, je suis en mission, on me paye pour mes compétences, mais dès que la mission s'arrête, je suis en dehors de mon élément. Je suis pas bien, il y a rien qui se passe bien. Donc dès qu'il y a la moindre rumeur, il y a le N+1 qui veut virer les gens, ou qu'il y a l'IA qui va remplacer les personnes, ou qu'il y a des coupures budgétaires, ça passe pas. Et au final, tu deviens déjà énormément stressé, et même ce stress, c'est même pas un stress proactif que tu vas utiliser pour aller rechercher des missions. C'est vraiment, tu vas rester dans une situation où tu vas faire les mêmes choses que d'habitude et tu vas te mettre à stresser en disant, ouais, mais ça reste juste une probabilité, ça va peut-être pas arriver. Ouais, mais si ça arrive, tu fais quoi ? C'est bien ça le problème. Donc vraiment, la seule façon d'avoir des options, c'est d'anticiper. C'est vraiment de savoir négocier ses conditions, son TJM, son télétravail, ses types de missions, d'arriver avec plusieurs options en face de la personne, d'arriver avec plusieurs pistes. Parce que si tu as une seule proposition de mission et que le recruteur commence à te mettre un coup de pression, tu vas pas aller te challenger là-dessus. Tu vas avoir peur de tout perdre. Alors que, fais un peu le calcul, imagine tu viens dans une proposition de mission, tu viens en appel avec un intermédiaire ou avec le client final, et tu as 10 propositions de mission derrière, tu sais que tu as encore 3 entretiens cette semaine. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas venir avec les mêmes conditions, que tu vas accepter les mêmes choses et tu vas laisser passer les choses ? Non. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire ? Tu vas prendre la mission qui est le plus adaptée. Et c'est ça vraiment qu'il faut mettre en place. Quand t'as pas ça, t'es obligé de dire oui à tout. Et donc, les choses que j'entends le plus, c'est vraiment, on va dire là, c'est les problèmes que je vois le plus de ce que les gens me disent qui sont pour moi faux et que je vais t'aider à répondre aujourd'hui. Premièrement, c'est juste de penser qu'il te manque de la visibilité. La visibilité, c'est utile, on va pas se le cacher, t'en as besoin, c'est essentiel même. Mais juste avoir de la visibilité, c'est te foutre à poil avec une pancarte dans Paris avec écrit recherche mission de dev, tu vois. Ça
sert à rien, t'existes, mais tant que les gens te veulent pas, si t'as pas un profil qui crée le besoin, ta visibilité, en fait, on va juste te voir et on va passer à autre chose, parce que je comprends pas comment tu peux m'aider, je comprends pas sur quoi t'interviens, je vois pas pourquoi je te choisirais toi, et combien même je te choisirais par défaut, bah en fait, je vois pas pour te prendrais toi plutôt que quelqu'un d'autre, donc en fait, je vais juste aller tirer les TGM au plus bas et prendre le premier larbin qui est prêt à dire oui. Donc la visibilité, ça suffit pas. C'est très important de savoir ça. La visibilité, c'est vraiment le début, en fait. C'est le tout début à la faute du marché. Donc ça, c'est ce que j'entends le plus. C'est vraiment les gens qui disent bon bah voilà, j'ai envoyé 3 candidatures sur Freework, ça marche pas. On va analyser un peu tout ça. Il y a rien, il y a pas de profil optimisé, il y a pas de positionnement, il y a pas de, il y a même pas de visibilité, il y a même pas de désirabilité. En fait, vraiment, il y a rien et le marché, il est difficile pour ceux qui attendent parce que comme j'ai dit, c'est pas en claquant des doigts qu'on génère 150 opportunités de mission. C'est vraiment quelque chose auquel il faut mettre en place et se bouger le cul pour y arriver. Pourtant, ceux qui anticipent, comme mes coachés, au final, ce que je vois, hein, près de 200 personnes, ils arrivent à trouver quand même. Malgré le marché, malgré la faute de ça, de X ou de Y, plutôt que se concentrer sur ce qu'on peut faire, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut faire justement. Et là, la troisième chose que j'entends, c'est ça sert à rien d'être proactif parce que je vais gâcher mes chances si je cherche maintenant. Pourquoi est-ce que je chercherai des missions alors qu'au final, je suis même pas encore disponible? Je vais juste gâcher mes opportunités, je vais gâcher mes missions. Et en fait, c'est vraiment prendre le problème dans le sens inverse parce que quand tu fais ça, ton réseau il t'oublie, tout le monde t'oublie. Encore une fois, toi, moi, on est personne dans la vie des gens. Au grand mieux, il nous faut 20 ou 30 secondes. Donc il faut vraiment se dire, notre but c'est de rester dans la tête des gens. Si on reste pas dans la tête des gens, on est invisible. Et si on est invisible, on va dire c'est la faute du marché. Donc ce qui est vraiment important, c'est pas l'idée de se dire je vais gâcher ma proposition de mission. Non, parce que déjà si tu fais ça, ton réseau t'oublie, on va plus te présenter d'opportunités, on va rien faire. Et quand tu n'auras plus rien, tu redémarres de zéro, tu remets la machine en route et avec l'inertie, c'est extrêmement cool. Deuxièmement, tu auras tous les missions à démarrage différé pour tous les projets que tu aurais pu avoir dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5. En te disant juste, bah, de toute façon, il faut que ce soit à démarrage immédiat, mais pas toutes les missions sont démarrage immédiat. Tu arrives en fin de mission avec rien derrière. Donc voilà, tu repars de zéro à chaque fois, on a l'inertie. Alors que celui qui anticipe, bah, il construit en même temps qu'il facture et il comprend que ça fait partie de son identité, de son rôle et il comprend que c'est comme ça qu'il va avoir les résultats qu'il souhaite justement pour pouvoir négocier ses propositions de mission, son TJM et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, les gens ils sont pas plus talentueux que toi, ils ont pas plus d'expérience, c'est juste les cartes avec lesquelles tu te ramènes sur le marché et devant tes interlocuteurs. Si t'as vraiment aucun talent entre guillemets ou aucune proposition de force à mettre en avant de comment tu es capable d'aider les gens, tu viens sur le marché avec un malus. Et ça c'est vrai. Donc les 3 piliers, on va justement parler des 3 piliers en détail de qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus tomber justement dans la cage dorée, le syndrome du hamster riche. C'est vraiment... déjà avant de commencer, le point que je voudrais voir, c'est les gens qui me disent les piliers, je suis pas sûr que ce soit adapté à moi. C'est vrai, c'est une bonne question. Premièrement, on a déjà vu tout à l'heure pour qui ça s'adressait. Donc si ça s'adresse à toi, que tu regardes encore la vidéo, ça va s'adresser à toi, ça va être fait pour. Maintenant, pose-toi la question sur les 3 piliers. Qui est-ce qui vraiment dans ce monde n'a pas besoin d'être visible, désirable ou de savoir négocier? Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as besoin d'être visible. C'est-à-dire que tu veux peut-être une petite amie, tu es obligé de te mettre dans une position où tu vas rencontrer des gens. Et ensuite, est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'il faut savoir te rendre désirable, il faut savoir te rendre présentable. Il faut que les gens aient ne serait-ce que envie de te rencontrer. Et ensuite, ça reste de la négociation. C'est comment je fais au quotidien pour montrer ce que je souhaite, comment je suis capable et comment je suis aussi capable de te rassurer sur les peurs que tu peux avoir à mon sujet et tout ça. Et c'est grâce vraiment à cet ensemble-là, peu importe le métier à lequel tu fais, tu as besoin de cette... Peu importe ton métier en fait, c'est vraiment le principe, il est le même. C'est juste comment tu l'appliques à ton profil exactement qui va être différent. Et là, j'ai envie de dire, c'est le travail de ne pas avoir des conseils généralistes et de prendre un appel justement pour voir comment on peut appliquer ça, toi et à ta situation. C'est vraiment ça le plus important. Mais le reste, tous les mécanismes vont marcher sur toi parce que tu es humain. T'as pas 3 jambes, t'as pas 8 yeux. C'est pareil pour tout le monde. Premièrement, le positionnement. C'est vraiment, à qui je m'adresse? Et là, la plupart des gens, ils disent, oui, mais je sais déjà ce que je fais. Je fais du dot pour les entreprises, je fais X, je fais Y. Mais voilà, ça, c'est une description technique, c'est pas un positionnement. Il n'y a rien là-dessus, en fait. Quand tu creuses, ça m'aide à comprendre exactement si tu es la bonne personne pour, en fait. Ne serait-ce que sur, est-ce qu'il y a des enjeux de migration? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Et tous ces éléments-là, si c'est pas adressé, c'est vraiment, moi, j'essaie de voir si c'est adapté à mon projet. Et si tu me rassures pas sur le fait que c'est adapté à mon projet, en fait, je vais
vais voir quelqu'un d'autre. Ou je vais prendre un vivier de clients très conséquent et je vais voir lequel, entre guillemets, tirer le prix vers le plus bas pour me rassurer. Donc un bon positionnement, il faut vraiment que tu comprennes quel problème tu résous exactement, pour qui et pourquoi on te choisirait toi. C'est tout bête, mais c'est vraiment de comprendre de A à Z comment est-ce que la cible réfléchit, par quel canal elle va passer, comment je vais pouvoir la partir, comment je peux la rassurer, pourquoi elle me choisirait moi, qu'est-ce que je peux lui promettre et qu'est-ce que j'ai comme mécanisme qui me permettrait justement de créer de la confiance sur ce que je peux promettre à la personne. Sinon, en fait, une personne qui recherche quelqu'un d'ultra généraliste, voilà, il va juste comparer les TGM et prendre le moins cher, comme il va aller dans un magasin et prendre, je sais pas, une boîte de chocolat et prendre la moins chère. Tant que tu n'arrives pas à te démarquer et à prouver de t'es différent des autres, on va te tirer vers le bas et tu seras à la course au plus bas. Et en fait, tu peux pas gagner la course au prix le plus bas parce que tu auras toujours un mec plus bas que toi en termes de prix. Donc nous, on veut pas aller faire la course au plus bas, on veut vraiment faire la course au plus haut. C'est comment je rassure les gens sur le fait que mon TJM valent ce qu'ils veulent. Et c'est pareil pour le télétravail, c'est pareil pour un client qui se met à te forcer quelque chose, c'est parce qu'il a une peur en fait. Peur, et en fait pense que ça réduit le risque en imposant ses propres conditions. Mais si tu es capable de le rassurer sur le fait que tu sois capable de résoudre son problème, il va être beaucoup moins regardant sur conditions à toi. Donc voilà, le client il va vraiment rechercher quelqu'un qui a résolu le problème typique très précis auquel il veut, et une fois que c'est fait, il comprend à quel point les chances de réussite sont importantes avec toi, il va pas te négocier le prix, il veut vraiment plutôt qu'un autre. Et ça c'est vraiment important parce que encore une fois, on recrute pas une liste de compétences non plus, on veut le vécu, on veut prendre comment tu es capable de rassurer la personne, on veut vraiment faire ça, et tout ça, ça joue aussi dans l'enjeu de négociation, parce que si tu fais pas ça, tu restes une compétence qu'on achète, et une compétence, ça a un prix fixe et ça évolue pas. Mais les gens ne cherchent pas que des compétences. Donc voilà, la première étape, c'est vraiment d'identifier qui est ta cible idéale, qui est prêt à te payer le mieux, qui va te moins le négocier, qui va te donner les meilleures conditions. Et à partir de ça, l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et ensuite refaire ton profil, ton branding, tes preuves sociales pour coller justement à cette personne. Ensuite, ça va... Alors, une petite seconde. Donc ça, ensuite, ce qu'on va faire, c'est vraiment c'est vraiment l'acquisition client. C'est qu'ensuite, une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on va comprendre comment je deviens visible auprès de cette personne-là, comment je fais. Et là, les gens ils vont dire ouais, mais j'ai pas envie de poster sur LinkedIn, j'ai pas envie de prospecter, j'ai pas envie de faire ça, je vais pas me mettre à danser sur TikTok pour avoir des vues. Mais encore une fois, on en revient à la notion tout à l'heure qu'il faut être visible et désirable. Et t'es pas désirable auprès d'une cible tech en te mettant à danser avec un tutu rose sur TikTok, tu vois. Genre personne va te faire confiance. Il faut justement pas créer du contenu d'influenceur, il faut créer du contenu d'expert. Donc des posts qui aident vraiment ton client à comprendre pourquoi tu es pertinent sur le sujet et qui montrent vraiment tes compétences là-dessus, pouvoir le rassurer sur le sujet. Et tes clients, ils sont sur LinkedIn, tout le monde est sur LinkedIn de nos jours. On a des SI, on a des responsables techniques, on a des recruteurs, tout le monde te voit. La question, c'est premièrement, est-ce qu'on te voit? Et est-ce qu'on t'en voit toute l'année? Est-ce qu'on arrive à te coller une étiquette sur le crâne pour dire c'est lui qui résout tel problème? Et ensuite, est-ce que tu arrives à les convaincre? Et ça, justement, c'est le pied que la plupart du temps, et les gens, ils négligent, et ils disent en fait, j'ai juste à trouver plus de propositions de mission et c'est bon. Mais déjà, pour te donner un chiffre en B2B, la plupart des gens que je vois, ils ont un taux de conversion de 10%. C'est-à-dire qu'il te faut à peu près une dizaine d'opportunités pour ne serait-ce que signer une mission. Et c'est pas forcément la mission pour toi. C'est vraiment un chiffre il faut signer. Donc ça, premièrement, c'est ultra important. Il va falloir améliorer la négociation. Donc au lieu de trouver une proposition, d'être soulagé, de signer et de dire hop, je repars en sous-marin dans ma mission, c'est vraiment, il faut aller négocier pour transformer une proposition de mission que tu reçois, qui est peut-être pas forcément idéale, ça arrivera énormément, pour justement faire en sorte qu'elle matche ce que tu recherches énormément. Si tu es sur un enjeu où il n'y a pas beaucoup de gens qui te proposent ce que tu souhaites, ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de te le donner. Ça veut juste dire qu'ils ne voient pas l'intérêt de te le donner à toi spécifiquement pour le moment. Et c'est là tout l'intérêt de la négociation, et c'est comme ça que justement tu vas pouvoir venir avec un TGM beaucoup plus haut, tu vas pouvoir négocier ton télétravail sans que le client il dise ouais mais on a toujours fait comme ça, tu vas transformer des offres de CDI en mission freelance, et même si t'as pas le profil fait sur cette mission, tu seras capable de rassurer les gens aussi. En fait c'est pas venir, la négociation c'est pas, parce que c'est quelque chose que je vois énormément, c'est pas venir avec le fait de dire allez je pose mes panards sur la table et je dis t'acceptes mes conditions ou tu dégages. Ça c'est un truc que je vois souvent, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que en fait au moment où tu arrives là, la personne elle te connaît pas, elle a aucun intérêt à accorder justement tes propositions, tes conditions.
La négociation, c'est pas ça, c'est arriver en position de force parce que tu sais que tu as des options, et que tu sais ce que tu es capable de tolérer, et que tu sais pas, et que tu es capable de rassurer le client, et que le client ensuite arrive à te proposer, à te donner plus ou moins les conditions que tu recherches. Maintenant, on va parler justement, qu'est-ce que ça coûte de rester dans une situation où on attend, on subit, on bouge pas le cul pour trouver des missions, et on se concentre juste sur sa mission. On perd pas forcément on parle pas de l'argent que tu vas gagner ou quoi que ce soit, mais on parle vraiment de ce que tu perds en ce moment. Ne serait-ce qu'à un TGM de 500 €, ce qui est largement faisable pour la plupart des gens. Si tu restes 3 mois sans mission, ce qui est pareil, un intercontrat où je vois très souvent, ça arrive tous les ans, voire tous les ans chez les gens, ça fait déjà 33 000 €. 33 000 € où en plus pendant cette période tu fais des trucs que t'aimes pas parce que tu le fais mal. Tu sais pas comment relancer, tu sais pas comment optimiser ton profil. Donc tu le fais mal et ça t'amuse pas. J'imagine bien que ça t'amuse pas. Donc tu perds 33 000 € et en plus tu dois taffer sur des choses que tu sais pas faire et que t'aimes pas faire en fait. Et pareil, si tu arrives à négocier ne serait-ce que 100 € de plus sur une mission de 2 ans assez longue, c'est 50 000 € tu laisses passer juste parce que t'as pas eu les couilles de dire non à une manipulation de SN à un moment. Une discussion de 15 minutes peut te sauver 50 000 € dans la vie en fait. Ça c'est vraiment un point qu'il faut comprendre qui est extrêmement important. Et le pire c'est pas ça, c'est que t'as aussi les heures de transport parce que si t'es pas capable de négocier le télétravail, tu vas devoir te taper les transports tous les jours. Ça fait 720 heures par an, donc ça fait un mois. Ça fait quasiment un mois à 3 heures. Bon, la plupart des gens sont à 2 heures, donc c'est un peu moins, mais on est déjà sur un mois dans les transports. Donc ça fait un mois que t'as pas passé à j'en sais rien, moi, à jouer à Pokémon avec tes enfants, ta famille, à faire ce que tu veux. Et ça, voilà, c'est pareil. Quand le dimanche soir, tu reviens avec le ventre noué parce que ta mission de saoule, le client il t'énerve et tu peux pas partir parce que t'as rien derrière. Bah ça va bien peut-être pour ta première ou ta deuxième mission, mais si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu taffes, en fait au bout d'un moment il faut se dire tu vas craquer à un moment ou un autre, et c'est des choses que je vois, et en fait c'est pas bon. De l'autre côté pareil, donc tu vois, si t'arrives ne serait-ce que à renégocier ton TJM comme on l'a vu ou ça, ou avoir du 100% télétravail, bah t'as tout ça, et encore une fois on revient pas à juste avoir une mission, mais c'est vraiment mettre en place une identité de toi, c'est le toi qui est proactif, c'est le toi qui te bouge les fesses, c'est le toi qui gagne en compétences pour vraiment être capable par tes propres compétences signer tout ça, et on te sent tellement mieux une fois que ça arrive parce que t'es plus dans le stress, t'es vraiment dans un objectif d'évolution permanente, tu continues à t'améliorer et tu te laisses faire, et c'est vraiment en fait plus qu'une mission ou même plus qu'un système, c'est vraiment une deuxième identité que t'as et ça te va te changer la vie. Et une fois que t'as ça, pareil, c'est un actif, c'est-à-dire que certes au début il faut pas mal bosser, mais une fois que t'as tout mis en place, tu peux pareillement. T'as des gens qui travaillent pour toi, t'auras des apporteurs, t'auras des recruteurs, t'as des gens qui pensent à toi toute l'année et qui vont t'aider à trouver des missions. T'as une posture qui te permet justement de choisir, challenger, de pouvoir rassurer tes clients, de faire du bon taf. Parce que t'as des gens qui savent négocier, mais qui sont pas bons. Et au final, ils vont même être payés encore plus que toi pour délivrer de la merde à leurs clients. Donc si tu sais que tu fais du bon taf, t'as une bonne compétence, en fait, t'as même un devoir de te dire, je sauve ce client en prenant son projet. Parce que imagine si un freelance qui est juste là pour le show et qui a aucune compétence arrive à lui piquer parce qu'il est meilleur que moi en négociation, en fait c'est perdant pour toi comme c'est perdant pour le client. Et ça il faut te dire, c'est pour le restant de ta carrière que tu acquiers ces compétences là. C'est vraiment pas juste trouver une mission et fini, basta. Donc le freelance B au quotidien, vraiment le freelance proactif qui n'est pas dans la réaction, c'est pas quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi, tu vois. C'est juste quelqu'un qui en a vu marre un jour, il s'est dit j'en ai marre de ça, je veux pas vivre ça et je veux juste changer je veux juste plus que ça m'arrive, je veux changer ma façon d'exister, je veux qu'on me voit autrement. Et ça commence par les comportements, c'est-à-dire que les comportements ils sont pas les mêmes que les tiens actuellement, parce qu'il est déjà en mission, mais il continue à répondre quand même aux recruteurs qui l'écrivent. Il les envoie pas bouler, il leur dit pas, ils reviennent pas 2 ans après avec un CV en disant est-ce que t'as quelque chose pour moi. Il entretient son réseau, il crée des relations, il se fait des amis, il publie du contenu qui montre son expertise. Les gens commencent à voir juste lui pour qui il est, et son contenu est vraiment, c'est ultra puissant. Il y a toujours plusieurs opportunités en parallèle pour se sécuriser, tu vois. Même s'il est très bien dans sa mission, il sait que le jour où ça s'arrête, il peut relancer. Quand sa mission se finit, voilà, il choisit parmi ce qu'il souhaite et il arrive en entretien sans avoir la pression de quelqu'un qui doit signer à tout prix, et sans avoir ce côté en gros je vais te saigner, je veux la mission donc je te dis oui à tout et je suis pas capable de te rassurer sur le projet. Et en fait la personne va ressentir ça et elle va te niquer tes conditions, et toi tu vas être en mode pas le choix donc je vais dire oui. Et voilà, il est capable de dire ça me convient pas, comment on s'arrange, qu'est-ce qu'on fait. Il va construire une relation de confiance avec ce prospect là. Une fois que c'est fait, on a vraiment ce côté, ils lui font confiance, donc en fait ils vont se dire on peut pas faire comme ça, mais comment on fait pour s'arranger.
changer. Et là, ils vont trouver un terrain d'entente ensemble plutôt que de dire juste bon bah négociation échouée au prochain. Et c'est quelque chose, t'as pas le choix, c'est une identité qui se construit pendant que tu travailles. Donc c'est pendant ta mission. Donc pendant ta mission, dis-toi que tu perds de temps, tu perds pas d'énergie, c'est vraiment, ça fait partie de ton taf. T'as cette identité-là, tu vas kiffer le faire. Et à chaque fois que tu fais ça, tu deviens toujours de plus en plus meilleur. Tu vas avoir toujours un TGM un tout petit peu plus haut, tu auras toujours des meilleures conditions, toujours peut-être un peu plus de télétravail. Et en fait, c'est un système qui se met à jour en permanence. Et tu continues à évoluer dans un monde où la plupart des gens stagnent pendant 6 mois, pendant 2 ans et ressortent sur le marché avec absolument rien de nouveau à montrer, ou quand bien même ils ont quelque chose de nouveau à montrer, ils ne savent pas comment pas le montrer, en fait, comment le valoriser auprès des gens. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est qu'au final, plus tu fais de missions et moins tu sais te marketer, plus tu auras d'éléments à mettre en avant et moins tu sauras quoi mettre en avant et tu vas essayer de tout montrer aux gens. Et les gens vont juste être confus sur ce que tu es capable de faire, ils vont juste dire c'est un généraliste qui pue, je le prends pas au prochain. Et c'est même un point que je vois très souvent, plus tu montes en expérience d'ailleurs et plus ça devient compliqué parce qu'à un moment les gens ne comprennent plus, t'as fait trop de choses dans ta carrière et toi t'es pas capable de filtrer et de garder uniquement ce que la personne a besoin et de le rassurer sur le sujet. Donc voilà, maintenant t'as deux choix, on arrive à la fin, donc t'as vu exactement les 3 mécanismes, les 3 piliers, les 2 identités dont t'as besoin pour justement améliorer ton business. Donc maintenant t'as 2 choix. Donc qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux continuer à attendre que ta mission elle se termine, tu peux continuer à chercher sans optimiser, sans rien faire, tu peux accepter ce qu'on continue de te donner parce que tu n'as pas le choix et de regarder ton compte en banque fondre en te disant que c'est la faute du marché. Ou tu peux réserver un appel de 30 minutes avec moi ou l'équipe de Capitancy. On va regarder ta situation, ce qui bloque, ce que tu as mis en place, ce qu'on peut faire pour toi. Et ensuite je te dis à quoi tu peux t'attendre, comment on peut implémenter le système chez toi, de quelle façon, dans quelle situation tu es. Peut-être que actuellement tu es déjà en mission, peut-être que tu recherches une mission, peut-être que tu veux des meilleures conditions, tu penses à passer freelance, je sais pas, c'est justement ce qu'on va voir pendant l'appel et comment je peux t'aider à implémenter ça. Et donc voilà, là globalement c'est toi qui choisis. Tu verras normalement juste en dessous de la page, il y aura le lien pour réserver un appel. Et si tu as déjà réservé cet appel avant, hâte de te voir et hâte de voir comment on va avancer là-dessus et te débloquer sur tout ça. Et n'oublie pas, tout le monde commence par un appel, tout le monde était dans ta situation avant. Et c'est vraiment en prenant ce premier pas aujourd'hui de dire je vais prendre un appel, je vais me bouger les fesses, que tu vas pouvoir sortir de ta situation. Donc voilà, j'espère que tu as bien kiffé et j'ai hâte de te rencontrer. Ciao.